Donc on va passer au troisième dossier, qui est un dossier long à nouveau. Alors je vous lis l'énoncé. Il s'agit d'un homme de 29 ans qui consulte en urgence pour une otalgie droite brutale après une agression, un traumatisme direct de l'oreille. Il n'a pas perdu connaissance, il n'y a pas d'autoré, pas d'autoragie, il ne se plaint pas d'une diminution de l'audition, il n'a pas de vertige ni d'acouphène, l'examen neurologique est normal et l'examen otoscopique est représenté sur la diapositive suivante. Voilà ce qu'on voit sur l'examen de son otoscopie. Donc regardez bien la diapositive. Donc la première question, on vous demande quel est votre diagnostic, quel en est le mécanisme physiopathologique. Deuxième question, comment expliquer la diminution de l'audition? Troisième question, comment en faire la preuve? De quel type de surdité s'agit-il le plus souvent? Quatrième question, quel est votre traitement en urgence? En 5, quelle est l'évolution habituelle de cette pathologie? Si le patient s'était plaint d'acouphènes et de vertiges à la suite de son traumatisme, quelle en aurait été l'explication? Septième question, quel traitement aurait-il fallu alors proposer? Quelle en est l'évolution habituelle? Et enfin, chez ce même patient, que proposez-vous à 6 mois devant cet aspect otoscopique? Vous reverrez la diapositive pour répondre à la question. Et dernière question, quel conseil simple pouvez-vous lui donner pour éviter les traumatismes sonores à l'avenir? Alors première question, quel est votre diagnostic? Quel en est le mécanisme physiopathologique? Alors je vous ai remis la diapositive, donc vous avez pu évoquer quand même des choses assez simples. Il suffit de se mettre dans la tête l'aspect d'un tympan normal. Et bien là, curieusement, on voit qu'il n'y a plus de tympan, ou quasiment plus. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir qu'est-ce que ça peut bien être si on n'a plus de tympan et qu'on a eu un traumatisme au niveau de l'oreille? Ça s'appelle une perforation du tympan. N'oubliez pas le côté à droite. Donc vous voyez sur ce schéma, sur cette diapositive, donc il persiste donc juste l'osselet là, le relief du marteau par transparence, un petit peu du tympan ici. Et en fait, toute cette partie ici, là, c'est le vide complet. C'est un trou dans le tympan. Donc le tympan, qui est habituellement rond, et chez cette personne, toute cette partie du tympan est perforée. Alors on voit au fond ce qu'on appelle la caisse du tympan par transparence, au fond, avec la paroi interne de la caisse du tympan. Donc il y a un gros trou dans le tympan. Alors quel est le mécanisme physiopathologique? C'est bien sûr post-traumatique. On vous a dit que c'était une agression par un traumatisme direct de l'oreille. Et c'est dû en fait à l'onde de choc, ce qu'on appelle un blast. Il faut comprendre bien sûr que quand on reçoit un coup sur l'oreille, c'est pas le doigt ou le poing qui va aller directement perforer le tympan. On peut avoir des mécanismes de perforation de tympan liés par exemple à l'utilisation abusive de coton-tige ou d'autres instruments qu'on peut se mettre dans l'oreille pour se gratter l'oreille. Donc faites attention quand vous mettez des choses dans les oreilles, parce qu'avec un faux mouvement, rapidement, on peut quand même se perforer le tympan. Donc nous, en ORL, on dit toujours aux gens, ne vous tripotez pas à l'intérieur de l'oreille, puisque on peut avoir des petits accidents qui, comme vous allez pouvoir le voir sur ce dossier, peuvent parfois être un peu embêtants. Donc il s'agit chez ce patient d'une perforation du tympan droit, qui est donc post-traumatique et liée à l'onde de choc, ce qui veut dire que quand on reçoit un coup sur l'oreille, le plus souvent une gifle, un coup de ballon,
En fait, c'est l'onde de choc qui fait que, sous l'effet de cette onde, le tympan, qui est une membrane très fine, hein, comme du papier cigarette, comme un tambour, sous l'effet de cette onde de choc, le tympan va s'exploser, va se perforer et va entraîner donc cet aspect qu'on peut voir donc sur une otoscopie. Alors comment on explique la diminution de l'audition? Là encore, c'est logique. Quand on a un tympan perforé, forcément, l'audition est moins bonne puisqu'on n'a plus la même surface de tympan pour que les ondes sonores arrivent et se communiquent aux osselets. Donc si c'est perforé, forcément, on entend moins bien. On risque d'entendre moins bien. Et puis on ne peut pas non plus éliminer un éventuel traumatisme de l'oreille interne qui serait associé. Donc ça voudrait dire que l'onde de choc, elle a été sur le tympan et elle peut aussi parfois même être diffusée plus profondément sur l'oreille interne et entraîner également des petits soucis au niveau de l'audition. Donc là, on pense que probablement c'est juste le tympan perforé qui fait que la personne entend moins bien, mais comme indiqué dans l'énoncé, la personne, ça peut être complètement très très subjectif. Elle peut dire qu'elle entend quasiment bien, alors qu'avec une perforation du tympan, on peut avoir une diminution d'audition, sans qu'on forcément s'en plaigne. Alors comment faire la preuve de cette diminution éventuelle d'audition et de quel type de surdité s'agit-il le plus souvent? Là, c'est une question très classique sur les problèmes d'audition et de surdité. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître parfaitement ce genre de réponse. Là, c'est évident. Le plus souvent, pour faire un examen de l'audition, on vous demande de répondre audiométrie tonale, par exemple. Ce qui serait également accepté comme terme, c'est un audiogramme. Audiométrie, vocale aussi, tous ces termes qui en fait ont pour but de quantifier et de déterminer une éventuelle chute de l'audition sera accepté et c'est donc l'examen de choix évident à proposer dans un problème d'audition, un examen de l'audition, un examen audiométrique ou un audiogramme. Le plus souvent, et quand on a un tympan perforé, forcément il s'agira d'une surdité de transmission. Je vais vous expliquer ça sur le schéma qui va suivre. Si le traumatisme a associé également un traumatisme au niveau de l'oreille interne, c'est évident qu'on pourra également avoir une surdité de perception qui s'y ajoute, mais on va dire que le plus souvent, quand on a un traumatisme simple au niveau de l'oreille, ça va entraîner surtout un tympan perforé et donc surtout une surdité de transmission. Je vous ai schématisé sur cette diapositive pour vous permettre, avec quelque chose de très simple, de ne jamais vous tromper sur ces problèmes de surdité par rapport à la localisation du problème. On schématise toujours l'oreille en 3 parties, avec en premier l'oreille externe qui comprend le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe. En 2, on a l'oreille moyenne avec la frontière, le tympan, avec les petits osselets dans la caisse du tympan. Donc il s'agit de l'oreille moyenne. Et la dernière et troisième partie de l'oreille, cette partie qui est schématisée ici, c'est l'oreille interne avec l'organe de l'audition et l'organe de l'équilibre, puis après on a le nerf qui va au cerveau. C'est très simple. Toutes les pathologies qui vont se situer au niveau de l'oreille externe et de l'oreille moyenne, ça va entraîner une surdité de transmission. Ça sera toujours le cas. À la différence des problèmes qui vont se situer au niveau de l'oreille interne, où cela entraînera uniquement une surdité de perception. Donc vous voyez que en répondant, en ayant en tête ce schéma très très simple, ça ne peut pas être plus simple. On divise l'oreille en 3 parties. Tout ce qui concernera l'oreille externe et l'oreille moyenne, ça sera toujours une surdité de transmission. Et quand il s'agira d'un problème d'oreille interne, surdité de perception. Oubliez la surdité mixte, une association des deux, c'est déjà trop compliqué pour vous, et ça sera toujours aussi simple que ça. Donc là, on est dans un exemple très simple. Il y a une perforation au niveau du tympan. On se situe donc à la frontière entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Donc vous pouvez répondre que surdité de transmission. À l'inverse, si on vous avait dit que le problème était situé au niveau de l'oreille interne, avec un tympan sain, forcément, vous auriez répondu surdité de perception. Donc ayez bien cette notion dans votre tête pour vous permettre de répondre parfaitement à ce type de questions, qui est quand même très simple, et si vous répondez pas bon, il y aura quand même une grande majorité des gens qui auront répondu bon, et vous risquez de perdre beaucoup de points sur des questions très très simples. Alors quel est votre traitement en urgence chez ce patient où, je vous rappelle, la diapositive montrait une large perforation du tympan, donc il se présente en consultation et il se présente en 4e question de votre dossier. Et il fait répondre, surtout, ne pas mettre d'eau dans l'oreille. C'est aussi assez logique.
Il faut bien protéger l'oreille, donc c'est quelque chose qu'on dit aux patients, on peut même le marquer sur l'ordonnance. Il faut bien expliquer aux patients qu'au cours de la douche, au cours du bain, il faut protéger son oreille pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans son oreille. Si vous faites rentrer de l'eau dans l'oreille sur un tympan qui est perforé, le risque c'est que l'eau aille derrière le tympan, dans la caisse du tympan, et entraîne une infection à cet endroit-là avec des écoulements purulents, et ça peut être donc embêtant pour la suite. Donc il faut jamais oublier, sur ces perforations traumatiques en urgence d'une personne, d'un patient, de bien lui préciser qu'il ne faut pas qu'elle mette d'eau dans l'oreille. Alors comme c'est assez douloureux, n'oubliez pas également les antalgiques, Péros, pour combattre la douleur entraînée par ce traumatisme. Et enfin, n'oubliez pas un item sur toujours la surveillance, et il faut une consultation de contrôle entre 5 et 7 jours pour vérifier comment va se passer l'évolution de cette perforation du tympan. Donc vraiment le gros message, c'est pas d'eau dans l'oreille, pas de gouttes, bien sûr autotoxiques, et ça sera largement suffisant dans la prise en charge en urgence de ce type de patient. Ne répondez pas à hospitalisation, il n'y a aucune nécessité. Alors, quelle est l'évolution habituelle de cette pathologie? Donc, le patient, il va vous demander, voilà, j'ai le tympan qui est complètement ouvert, qui est perforé, j'ai reçu un coup, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer pour mon tympan? Et bien, en fait, ce qu'il faut répondre pour le NC et répondre au patient, c'est que le plus souvent, il y a une cicatrisation spontanée de cette perforation, et cette cicatrisation spontanée, le plus souvent, elle se fait en à peu près un mois. Pour vous en souvenir, c'est aussi simple que quand on fait une parasynthèse. Vous vous souvenez, le mot parasynthèse, c'est quand on perce le tympan, par exemple pour une otite moyenne aiguë, où il y a du pus qui sort. Il faut savoir que quand on fait une parasynthèse, on perce le tympan, donc il y a une perforation du tympan. Et cette perforation du tympan, quand on l'a fait après une parasynthèse, si on refait un examen 2 à 3 jours après, le tympan il s'est déjà cicatrisé. Le tympan a la faculté de se cicatriser assez rapidement. Quand c'est un traumatisme un peu plus important après un blast, comme on le voit dans ce dossier, où vous avez vu sur la diapositive que la perforation est quand même assez large, puisque quasi complète, là, la cicatrisation va se faire le plus souvent spontanément, mais ça peut mettre environ un mois afin de reconstituer complètement cette membrane de tympan. Alors on entre dans des problèmes plus embêtants que peuvent entraîner ce genre de traumatisme au niveau de l'oreille. Si le patient s'était plaint d'acouphènes et de vertiges à la suite de son traumatisme, quelle en aurait été l'explication? C'est là où il faut évoquer un traumatisme de l'oreille interne. Alors là encore, ce qui se passe, c'est pas du tout le coton-tige ou un traumatisme direct au niveau de l'oreille interne, mais c'est l'onde de choc qui fait que ça va entraîner une souffrance au niveau des cellules neurosensorielles de la cochlée et du vestibule, et ça va se traduire, ou ça peut se traduire, par, au niveau de la cochlée, une diminution d'audition, une souffrance, avec parfois aussi des acouphènes, et au niveau de l'organe de l'équilibre, des vertiges. Donc c'est pour cette raison que c'est très important, dans l'interrogatoire de ces patients, ça pourrait très bien vous être demandé sur un dossier au départ, où on n'aura pas fait tout l'interrogatoire du patient, on vous dit le patient vient parce qu'il a pris un gros coup sur l'oreille, et on vous demandera qu'est-ce qu'il faut évoquer. Et c'est un traumatisme de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, et donc rechercher un interrogatoire, des vertiges et une hypoacousie et ou des acouphènes. C'est très important par rapport à l'évolution de ce genre de choses. Alors dans le cas où on suspecte un traumatisme de l'oreille interne, quel traitement faut-il proposer et quelle en est l'évolution habituelle? Là, c'est une prise en charge aussi qui est très particulière. C'est qu'il faut considérer que c'est quasiment une surdité brusque. Il y a un traumatisme de l'oreille interne. Les gens se plaignent d'une diminution de l'audition. Donc, on va leur donner des vasodilatateurs. Souvent, on donne du Vastarel, un comprimé matin et soir. Donc, on peut essayer de les traiter en ambulatoire. Pas forcément en intraveineux. C'est pas une erreur du tout de le mettre en intraveineux, mais ça reste maintenant assez classique de le faire en ambulatoire. Et on y associe souvent une corticothérapie Péros pendant aussi quelques jours, à la dose d'1 mg kg au jour, pour essayer de diminuer l'inflammation liée au traumatisme. Et là encore, il faut faire une surveillance avec toujours un audiogramme de contrôle pour vérifier si, à la fois sur la clinique, mais également sur cet examen audiométrique, s'il y a une récupération ou pas de l'audition. C'est vrai que le plus souvent, grâce au traitement, et étant à distance un peu du traumatisme, il va y avoir le plus souvent une disparition des acouphènes
et une récupération de l'audition sans séquelles, mais on ne peut pas l'affirmer à 100%. Il peut y avoir quelques séquelles sur ces accidents, notamment sur les blasts et les traumatismes très importants. Donc ayez cette notion de traitement un peu différent quand il s'agit d'un traumatisme de l'oreille interne par rapport aux questions précédentes où c'était plutôt un traumatisme de l'oreille moyenne. Très important cette différence toujours entre les pathologies de l'oreille moyenne et leur traitement et les pathologies de l'oreille interne et leur traitement qui sont des traitements différents et avec une évolution pas toujours la même. Toujours ce patient, en fait, on l'a surveillé, on lui a donné, il n'a pas eu donc de traumatisme de l'oreille interne, hein, c'est le patient au départ avec sa perforation du tympan, et on le revoit à 6 mois, et donc on attendait une cicatrisation spontanée, et voilà ce qu'on a à 6 mois. Qu'est-ce que ça peut bien être, cet aspect otoscopique à 6 mois? Ben, en fait, vous voyez qu'il persiste donc une perforation à plus de 6 mois après un traumatisme. Alors certes, elle a un petit peu cicatrisé puisqu'au départ, elle était quasi complète. Donc là, elle a gagné beaucoup, mais pas complètement. Alors qu'est-ce qu'on propose chez ce patient? Ben, c'est ce genre de patient à qui il faut proposer un traitement chirurgical qu'on appelle une myringoplastie. Donc là encore, c'est un terme un peu spécialisé, un peu bizarre pour vous, mais c'est en fait assez simple, ça correspond à une greffe de tympan. Alors si vous mettez greffe de tympan, ça sera parfaitement accepté comme réponse, mais le terme exact chirurgical, ça s'appelle une myringoplastie. Par extension, si vous appelez ça une tympanoplastie, ça sera aussi parfaitement accepté. N'oubliez pas le côté droite, il s'agit d'un geste donc une opération sous anesthésie générale qui consiste à refaire une membrane tympanique pour combler cette perforation pour permettre à la personne de récupérer éventuellement de l'audition si elle en a perdu et surtout pour permettre qu'elle se baigne et qu'elle mette la tête sous l'eau sans aucun problème en évitant les infections. Donc c'est ça qu'on appelle une myringoplastie, une greffe de tympan. Ça se fait sous microscope, sous anesthésie générale, une opération très classique de la chirurgie du tympan. Enfin, quels sont les conseils simples qu'on peut lui donner pour éviter les traumatismes sonores à l'avenir? Là aussi, c'est une question qui est assez classique et qui est très à la mode par rapport aux nuisances sonores qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et là encore, même sans trop savoir, il faut que vous puissiez répondre à ce genre de questions très à la mode, avec des choses très sensées. Réfléchissez un petit peu, qu'est-ce qu'on peut bien proposer à quelqu'un pour éviter qu'il ait des problèmes aux oreilles avec le bruit? Bah, c'est très simple. Il suffit de lui dire, par exemple, d'utiliser plutôt des protections anti-bruit, donc c'est des bouchons anti-bruit, lorsqu'il va dans des concerts ou en discothèque. Donc ça, c'est des choses très très classiques, très habituelles, qu'il faut quand même, en informer nos patients, surtout les jeunes. C'est de façon évidente éviter l'utilisation des MP3 à un volume trop élevé, là encore pour ne pas fragiliser l'oreille et notamment l'oreille interne. Et puis par rapport à tous les gens qui sont exposés par rapport à leur profession au bruit, donc il y en a de très nombreux, les gens qui travaillent sur des chantiers avec des marteaux-piqueurs dans le bâtiment, et ben il faut par rapport à la médecine du travail proposer des protections avec des casques anti-bruit chez tous ces patients qui sont exposés de façon permanente au bruit. Et enfin, il faut informer aussi, et ça c'est très très important dans la prise en charge, dans ces petits moyens, c'est qu'il faut dire à ces gens qu'il faut qu'ils consultent le spécialiste ORL en cas de chute d'audition brutale pour faire le point, pour voir ce qui se passe et éventuellement traiter rapidement ces patients. Ça peut faire l'objet de dossiers, ces problèmes de chute d'audition brutale, ce qu'on appelle la surdité brusque, qui peut faire l'objet d'un dossier complet chez un patient on vous annoncera sur le dossier, l'intitulé du dossier, qu'il aura une chute brutale d'audition. Il faudra faire toute la prise en charge et il y aura aussi toutes ces protections à dire à la fin pour le futur si le patient a récupéré de sa perte d'audition brutale. Donc retenez ces petites notions sur ce dossier. Et ce qu'il faut retenir toujours dans ces problèmes d'audition, par rapport toujours au schéma dont on a parlé tout à l'heure, c'est la première chose, c'est quand même un examen clé dans ces problèmes d'oreille, c'est quand même l'autoscopie. Parce qu'en fait, par l'autoscopie, lorsqu'on vous avez l'énoncé du dossier, forcément, vous aurez des dossiers où vous avez un tympan normal, et ça vous donnera certaines étiologies que vous ne pourrez pas avoir lorsque le tympan est anormal. Donc lisez bien le dossier pour savoir si votre tympan est normal ou si votre tympan est anormal. Parce que les étiologies seront jamais les mêmes. Et enfin, ça permet aussi de différencier dans le dossier, notamment, souvent, on vous demandera est-ce que c'est une surdité de transmission ou est-ce que c'est une surdité de perception. Donc, il faudra céder de l'audiométrie
et puis éventuellement des tests au diapason. Et il faudra s'aider pour vous, toujours du schéma, très simple, avec l'oreille externe, avec le conduit auditif externe ici et le pavillon de l'oreille moyenne ici. Donc tout ça, on l'a expliqué, c'est les surdité de transmission. Et puis les pathologies de l'oreille interne. Ici, ça entraînera les surdités de perception. Donc un schéma très simple de l'oreille en 3 parties qui vous permet de bien différencier les surdités de transmission des surdités de perception en ayant toujours la notion aussi d'un tympan normal et d'un tympan anormal. Après, je vous ai mis les examens complémentaires clés qu'on utilise dans ces problèmes d'audition, avec le plus souvent le diagnostic en cause, donc le dossier qu'on vous posera. Donc quand il s'agit d'une otite séreuse avec ces problèmes de trompe de stage, ça sera souvent et quasiment toujours un dossier chez un enfant qui fait des otites à répétition, avec une otite séreuse chronique, des retards de langage. Et l'examen clé qu'on vous demandera, c'est l'impédancemétrie ou la tympanométrie. Quand vous aurez un dossier sur un neurinome du 8, le seul examen qui va avec le neurinome du 8, avec l'IRM, on le verra tout à l'heure, c'est les potentiels évoqués auditifs. C'est le seul dossier où on vous demandera quelque chose sur le neurinome du 8, c'est les potentiels évoqués auditifs. Et pour toutes les pathologies de type otite chronique cholestéatomateuse, les complications du cholestéatome, les complications de l'otite moyenne aiguë, l'examen clé, c'est le scanner du rocher. Donc vous le reliez avec. On ne demandera pas d'IRM dans ce cas-là. Et l'IRM du tronc cérébral et du conduit auditif interne, donc c'est réservé uniquement au neurinome 18. C'est là où on vous demandera de commenter ou de privilégier cet examen. Pour la parasynthèse, je vous en ai dit un mot, c'est quand on perce le tympan. Là encore, on pourra vous demander cet examen notamment dans l'otite moyenne aiguë. Par rapport aux otites hyperalgiques, les otites hyperthermiques, quand on a besoin d'avoir un germe, notamment quand il y a un échec d'un traitement médical antibiotique bien conduit. Donc connaissez ce terme parasynthèse et ne répondez pas parasynthèse quand dans un énoncé de dossier vous avez déjà une perforation du tympan. On va pas faire une parasynthèse sur un tympan qui est déjà perforé. Donc quand lisez bien vos énoncés pour pas faire de bêtises dans vos réponses. On a vu que pour les problèmes de surdité, les traitements étaient différents s'il s'agissait d'une pathologie de l'oreille moyenne ou d'une pathologie de l'oreille interne. Et c'est vrai que les traitements médicaux sont parfois un petit peu décevants dans les pathologies de l'oreille interne. Et encore plus pour les traitements chirurgicaux, où on les réservera plutôt, les traitements chirurgicaux dans la surdité, donc plutôt dans les pathologies de l'oreille moyenne. Donc il faut que vous ayez ces petites notions sur les traitements des surdités. Très important, donc on l'a vu, la protection sonore, ça c'est très à la mode par rapport aux décibels et notamment par rapport aux boîtes de nuit et aux concerts. Et enfin, un mot sur l'appareillage des personnes âgées. Là encore, c'est très à la mode. Un dossier de gériatrie, un non-dossier de gériatrie. À la fin d'un dossier de gériatrie, on parlera des problèmes auditifs de la personne âgée avec sa prise en charge. Je vous rappelle que c'est une surdité de perception puisqu'il s'agit de l'oreille interne. Et on demandera la prise en charge avec les prothèses auditives en fin de dossier sur ces problèmes d'audition de la personne âgée. Voilà ce qu'il fallait savoir sur les pathologies de l'oreille et de la surdité.